Merci. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar, établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du monde de football de 2022. La parole est à Monsieur le ministre Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Pardon ? Bien. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de commission, Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureux de présenter aujourd'hui le projet de loi visant à autoriser l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar relatif à la sécurité de la Coupe du monde de football de 2022, signé à Doha le 5 mars 2021. La France entretient avec le Qatar un partenariat stratégique qui couvre tous les domaines de coopération. Des relations solides se sont nouées entre nos deux pays dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie et des investissements, de la culture et du sport. Plus particulièrement, je souhaite souligner aujourd'hui l'importance du partenariat que nous avons établi dans le domaine de la sécurité des grands événements sportifs et qui est un axe fort de notre coopération bilatérale avec le Qatar. Initié avec les Jeux asiatiques de 2006, ce partenariat s'est approfondi notamment avec l'organisation des championnats du monde de handball en 2015, de cyclisme en 2016 ou encore d'athlétisme en 2019. Dans le cadre de cette relation de confiance, la France est engagée en réponse à la demande des autorités qatariennes à accompagner le Qatar dans la préparation et la conduite de la sécurité de la Coupe du monde de football 2022 qui se tiendra à Doha. Le Qatar sera le premier pays du monde arabe à accueillir cette compétition du 21 novembre au 18 décembre prochain. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur français propose d'apporter une expertise de haut niveau dans une offre dite intégrée afin d'accompagner les services qatariens dans la planification et la conduite de cette compétition. Pour cela, il peut s'appuyer en particulier sur la relation historique qui s'est nouée avec la gendarmerie nationale et la force de sécurité intérieure, ayant conduit à l'organisation de nombreuses actions de formation et d'exercices conjoints. La France se tient prête à déployer des personnels et du matériel lors de cet événement en vue d'apporter son soutien dans des domaines aussi divers que la lutte anti-drone, l'intervention spécialisée, la gestion des flux ou encore la sécurité civile. La richesse de la coopération entre la France et le Qatar dans le domaine de la sécurité s'est d'ailleurs illustrée par la mobilisation de plusieurs experts français en fin d'année dernière lors de la Coupe arabe des nations de football de 2021 à Doha. Sur des missions de conseil, cette compétition a permis à la France d'affiner encore son offre sécuritaire et d'aider le Qatar à définir ses besoins pour 2022 dans le contexte d'un événement de plus grande ampleur. Je voudrais ajouter que ces échanges croisés, qui ont pour objectif principal d'accompagner les forces locales avant et pendant la compétition, offre également l'opportunité de développer nos propres savoir-faire dans la perspective des grands événements sportifs que la France organisera ces 2 prochaines années, à savoir la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le présent accord s'inscrit ainsi dans la volonté d'offrir un cadre juridique protecteur aux experts français qui pourront être déployés dans cette compétition. Négocié par le ministère de l'Intérieur français et le comité de sécurité qatarien en charge de l'organisation de cet événement sportif, cet accord signé le 5 mars 2021 à Doha vise à rendre possible le déploiement d'une assistance technique et opérationnelle. Je me félicite qu'il constitue le premier instrument juridiquement contraignant signé entre la France et le Qatar dans le domaine de la sécurité intérieure et constitue ainsi le socle institutionnel et juridique de notre coopération. Les coopérations liées à de précédents grands événements sportifs n'avaient en effet jamais donné lieu à une formalisation juridique spécifique, dans la mesure où elle revêtait un caractère essentiellement technique et restait d'une ampleur plus modeste. Le présent accord pourra donc offrir une référence pour l'avenir et contribuer à encourager la partie qatarienne à inscrire le développement de la coopération bilatérale dans un cadre juridique de long terme. L'objectif de cet accord est double. Tout d'abord, il s'agit d'accompagner le Qatar pour organiser et gérer dans les meilleures conditions la sécurité de la Coupe du monde. La France est ainsi en mesure de proposer une offre de coopération articulée autour de 10 grandes fonctions: planification, contre-terrorisme, gestion de l'ordre public, renseignement et anticipation.
sécurité des installations, sécurité des mobilités, moyens spéciaux terrestres, moyens aériens, cybersécurité et sécurité civile. Ensuite, il nous est apparu essentiel de pouvoir sécuriser juridiquement le déploiement d'experts destinés à apporter une assistance technique et opérationnelle aux autorités qatariennes pour cet événement majeur. En effet, en l'absence d'accord, le personnel français déployé sur le territoire qatarien aurait été soumis au droit local et donc exposé à des risques importants. Le présent accord, et c'est vraiment important, crée ainsi les garanties équivalentes à celles d'un accord du statut des forces, procure donc une coopération de défense, rédigée sur la base de la réciprocité et s'inspirant des clauses classiques figurant dans les accords de statut des forces signés par la France. L'accord aujourd'hui soumis à votre examen détermine le statut juridique et les conditions de séjour des personnels français déployés au Qatar et des personnels qatariens déployés en France dans le cadre d'activités de coopération en matière de sécurité. Les membres du personnel déployé sont tenus au respect de la législation de la partie d'accueil. Ils sont autorisés à pénétrer sur son territoire avec le consentement préalable de celle-ci. En matière de dépenses, l'essentiel de la charge liée aux actions de coopération incombe à la partie qui en bénéficie. Ainsi, la partie d'accueil paye les frais occasionnés par les activités de la partie d'envoi dans l'état d'accueil. Et en outre, la partie d'envoi peut importer et réexporter en franchise de droits de douane et de taxes les matériels, équipements, véhicules et engins qui lui appartiennent et qui sont engagés sur le territoire de la partie d'accueil dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. En matière pénale, l'accord prévoit un partage de juridiction. Les infractions commises par un membre du personnel de la partie d'envoi relèvent en principe de la compétence de la juridiction de la partie d'accueil. Cette compétence est toutefois dévolue prioritairement aux autorités compétentes de la partie d'envoi lorsque l'infraction a été accomplie dans le cadre du service ou lorsqu'il a été porté atteinte aux biens ou à la sécurité de la seule partie d'envoi ou du personnel de celle-ci. En cas de poursuite devant les juridictions de la partie d'accueil, la personne concernée bénéficie des garanties du droit à un procès équitable ou en particulier du droit à être jugé dans un délai raisonnable, à être présenté ou assisté, à bénéficier d'un interprète, à communiquer par un représentant de son ambassade, à être informé des accusations portées contre elle, à être confronté aux témoins à charge et ne pas se voir appliquer la rétroactivité de la loi pénale. Si les poursuites intentées aboutissent à une condamnation dans l'état d'accueil, l'accord prévoit que ce dernier examinera avec bienveillance les demandes tendant à permettre à la personne condamnée de purger sa peine dans l'état d'envoi. Si dans un état une infraction est punie de la peine de mort ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles adhère l'autre État, ce dernier ne remettra au premier État une personne faisant l'objet de poursuites que contre l'assurance que ces peines ne seront ni requises ni prononcées, ou si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées. La peine de mort étant toujours en vigueur au Qatar, la France a inséré dans l'accord cette clause de juridiction, conforme à nos exigences constitutionnelles et conventionnelles, résultant notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il était essentiel pour la France que l'accord écartât toute possibilité d'application de la peine de mort ou d'un traitement inhumain ou dégradant, aussi bien pour un Français ayant commis une infraction au Qatar que pour un Qatarien ayant commis une infraction en France et dont le Qatar demanderait la remise. Afin de sécuriser juridiquement le déploiement de nos nombreux experts appelés à se rendre au Qatar pour la sécurité de la Coupe du monde de football, l'approbation du présent accord est indispensable. Tels sont, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, les principales observations qu'appelle l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État du Qatar relatif à la sécurité de la Coupe du monde de football de 2022, qui fait l'objet du présent projet de loi qui est soumis à votre approbation. Vous aurez compris, Mesdames et Messieurs les députés, que l'essentiel de cet accord, c'est de protéger nos policiers et nos gendarmes qui interviendront pour la sécurité de la Coupe du monde, afin qu'en cas d'incident, ils ne risquent pas la peine de mort. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Amélie Al-Akrafi, rapporteure de la Commission des Affaires étrangères.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre Assemblée est saisie du projet de loi numéro 4 adopté par le Sénat en février dernier visant à autoriser l'approbation de l'accord entre la France et le Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du monde de football 2022 qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. Il s'agit là, avant tout, d'un texte technique rédigé dans une forme dont nous sommes coutumiers au sein de la Commission des Affaires étrangères, puisqu'il s'inspire des clauses classiques qui jalonnent les accords de sécurité signés par la France avec ses partenaires. Il porte néanmoins sur un objet parfaitement délimité. Aussi, les termes de cet accord prendront fin à l'issue de la compétition, et plus précisément au 30 juin 2023. Bien que cet accord porte essentiellement sur un partenariat technique, nous n'avons pas cherché, hier matin lors de nos travaux en commission, à éluder certains débats. Nous avons ainsi abordé les questions relatives aux droits de l'homme, aux droits des travailleurs immigrés, au bilan carbone de cet événement et enfin à l'accès pour toutes et pour tous aux différents matchs de la compétition. Sur toutes ces questions, l'organisation de la Coupe du monde de Qatar a poussé le pays à mettre en œuvre de significatifs progrès, notamment au regard de la situation antérieure du pays ou du contexte régional. Je pense notamment à l'abolition inédite pour un pays du Golfe au système de la kafala, qui met fin à la tutelle que subissent jusqu'alors les travailleurs étrangers. Je pense aussi à l'instauration d'un salaire minimum pour les travailleurs expatriés non qualifiés, une première pour la région. Mais je tiens à le dire clairement, notre rôle ici ne vise pas à prendre la défense du Qatar ou, excès inverse, à faire le procès au travers de ce texte, de toutes les réserves que nous pourrions avoir vis-à-vis des choix de cet État ou de la décision de la FIFA. Notre rôle consiste à défendre les intérêts de la France, à promouvoir le rayonnement de l'expertise française et, cela est primordial, assurer la protection des visiteurs mais aussi des agents sur le terrain. Par ailleurs, la conclusion de partenariats formels et concertés comme celui-ci nous permet de nourrir un dialogue régulier mais exigeant avec nos partenaires. J'ai la conviction personnelle que c'est la bonne méthode pour promouvoir de véritables changements dans cette région. Ainsi, s'agissant du Qatar, des avancées ont vu le jour au cours des dernières années. Sans doute sont-elles trop lentes, trop timides aux yeux de beaucoup, mais elles doivent tout de même être encouragées. Par ailleurs, rompre toute forme de coopération s'avérerait, selon moi, totalement contre-productif. Pour en revenir au projet de loi et à son objet principal, la coopération avec le Qatar dans le domaine de la sécurité des grands événements sportifs n'est pas nouvelle. Et si, assurément, l'organisation de la Coupe du monde de football a concentré tous les regards, il convient de rappeler que nous sommes déjà intervenus à de multiples reprises en soutien de l'Émirat lors de telles manifestations sportives. Ce fut le cas dès 2006 à l'occasion des Jeux asiatiques, puis lors des championnats du monde de handball en 2015, de cyclisme en 2016, d'athlétisme en 2019 ou encore plus récemment pour la Coupe arabe des nations de football en 2021. Ce qui change, bien entendu, dans le cas d'espèce, c'est l'envergure de l'événement couvert par cet accord qui constitue, par ailleurs, le premier cadre juridique contraignant signé avec le Qatar en matière de sécurité, les coopérations antérieures n'ayant jamais donné lieu à une formalisation spécifique. La Coupe du monde de football 2022 constituera la plus grande compétition sportive jamais organisée dans le monde arabe. Le Qatar devrait accueillir à cette occasion jusqu'à 1,5 million de supporters sur son territoire pour une population de 2,7 millions d'habitants. 4 matchs par jour rythmeront les phases de poule dans un espace géographique dont l'élongation la plus importante n'excède pas 55 km, ce qui provoquera une concentration des personnes et des flux tout à fait considérable. En outre, le sous-dimensionnement de la capacité hôtelière du pays, estimé actuellement à 70 000 lits, devrait être compensé par des paquebots de croisière et des structures modulaires. Les forces de sécurité locales, en nombre limité et ne bénéficiant pas de l'expérience liée à ce genre d'événement, sont donc confrontées à de nombreux défis. Gestion de la menace terroriste, hooliganisme, mouvements de foule, cyberattaques, ainsi qu'à certaines problématiques qu'elles n'ont pas pour habitude de gérer, telles que la contrefaçon et la consommation d'alcool. Dans la perspective de l'accueil de ce grand rendez-vous populaire,
dont la décision de la FIFA remonte pour mémoire à 2010, le Qatar a souhaité prioritairement rechercher l'appui des États avec lesquels il a noué de longue date des partenariats dans le domaine de la sécurité. Notre pays est un de ceux-là, avec les États-Unis et le Royaume-Uni notamment. Le partenariat combinera appui technique et assistance opérationnelle et comprendra notamment le déploiement de personnel et de matériel, ainsi qu'un soutien dans le domaine de la sûreté aérienne et de la lutte anti-drone. Par cet accord, la France pourra ainsi se donner les moyens d'accompagner efficacement le Qatar pour gérer cet événement dans les meilleures conditions possibles. Dans ce cadre, l'ambition française ne vise pas à déployer en grand nombre des unités constituées, mais à apporter une expertise technique et un appui opérationnel sur le haut du spectre de la menace, auprès d'un partenaire peu préparé à la gestion de telles crises. Le Qatar a officiellement sollicité de la France l'aide d'environ 220 experts et pourrait exprimer dans les prochaines semaines des besoins complémentaires à l'issue notamment d'un exercice final qui sera mené à Doha en octobre 2022. Je tiens à souligner que ce partenariat constituera une occasion majeure pour la préparation de nos forces de sécurité à la veille de compétitions sportives qui se dérouleront prochainement sur notre territoire. Qu'il s'agisse de la Coupe du monde de rugby en 2023 ou des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, un retour d'expérience bénéfique pourra donc et sur lequel nos forces de sécurité ont insisté lors des auditions que j'ai pu mener auprès d'elles et dans le cadre de ce rapport. Cette prochaine édition de la Coupe du monde de football se révélera, à cet effet, riche en enseignements, puisqu'elle se déroulera dans le pays le plus connecté du monde et offrira aux forces françaises des opportunités en matière de renforcement de leurs capacités, notamment dans le cadre de la lutte anti-drone. De plus, s'agissant de la protection de nos agents amenés à se rendre au Qatar pour les besoins de ce partenariat, le présent accord se révèle essentiel puisqu'il comporte en son titre 2 plusieurs dispositions statutaires leur assurant une protection juridique adéquate. Ces dispositions prévoient notamment que tout membre du personnel de la partie d'envoi bénéficiera des garanties relatives au droit à un procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du pacte relatif aux droits civils et politiques des Nations unies, telles qu'elles sont traditionnellement formulées dans les accords de statut des forces. Par ailleurs, l'accord assure qu'aucun traitement dégradant ne puisse être encouru par nos agents sur place, ni aucune peine contraire à nos conventions internationales, telles que la peine de mort encore présente dans cette partie du monde. De cet accord technique découlent ainsi des effets bénéfiques concrets pour nos services. Il permettra aussi que notre pays contribue, par son expertise, à ce que l'une des célébrations sportives les plus populaires du monde se déroule dans les meilleures conditions. Pour toutes ces raisons que j'ai cherché à vous exposer ici, j'invite donc l'Assemblée nationale à voter en faveur de l'approbation de cet accord, prévoyant un partenariat ciblé et limité dans le temps pour la sécurisation de la prochaine Coupe du monde de football. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Nous allons ouvrir la discussion générale. 5 minutes pour chaque orateur. Pour le groupe LIOT, Monsieur Michel Castellane. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, mes chers collègues, cet accord nous invite à formaliser un partenariat en matière de sécurité entre la France et le Qatar pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2022, et ce, dans de multiples domaines: coopération, assistance en matière de contre-terrorisme, cybersécurité, gestion des foules, sécurité civile ou encore organisation et commandement des opérations. Il fait suite à un autre accord avec le Qatar, déjà examiné concernant le volet militaire, accord relatif au statut de leurs forces promulgué au Parlement le 29 juillet 2022 et qui visait à offrir un cadre juridique protecteur aux soldats français déployés sur le territoire. Une question préalable au passage: pourquoi ne pas avoir examiné ces deux accords conjointement? Cela aurait été bien plus cohérent que d'examiner le présent accord tardivement et dans un délai restreint. Cela dit, cet accord présente indéniablement des avantages économiques et d'attractivité pour la France.
C'est d'abord une reconnaissance de l'expertise française en matière de sécurité, même si cette dernière a récemment été mise à mal par la gestion sécuritaire et logistique affligeante de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en mai dernier. Par cet accord, les fonctionnaires français concernés, qu'ils soient gendarmes, policiers ou secouristes, pourront développer des liens professionnels bénéfiques. Ils bénéficieront de garanties juridiques, cela a été dit, lors de leur séjour sur place, avec notamment une protection théorique contre la peine de mort, les traitements inhumains et un droit au procès équitable. La coopération devrait être essentiellement financée par le Qatar et les retombées économiques pour la France pourraient être élevées, car les enjeux économiques liés à la Coupe du Monde sont estimés, on le sait, à des sommes extrêmement importantes. Surtout, la présence des professionnels français devrait permettre à la Coupe du Monde de se dérouler dans les meilleures conditions. Ça, c'est l'aspect positif des choses. Toutefois, nos relations avec le Qatar, bien que stratégiques, ne peuvent être regardées comme anodines. Les multiples violations des droits de l'homme par le Qatar devraient nous conduire à encadrer plus strictement nos relations. Le Qatar continue de pratiquer des différences de traitement envers certaines catégories de population, en particulier les femmes et les étrangers, qui représentent près de 90% de la population. Tant son système judiciaire que son exécutif continuent d'infliger des châtiments et des traitements inhumains. Par ailleurs, concernant spécifiquement la Coupe du Monde 2022, de très forts soupçons de corruption pèsent sur ce pays quant à l'attribution de l'organisation de l'événement, et des procédures judiciaires, on le sait, sont en cours à ce sujet. Surtout, notre groupe rappelle que des milliers d'ouvriers étrangers seraient déjà morts sur les chantiers de cette compétition depuis 2010, chiffre terrifiant qui met en lumière le traitement scandaleux et les discriminations que subissent les ouvriers étrangers dans certaines situations s'apparentent véritablement à de l'esclavage. Bien des pays, dont la France, ne sont donc pas à contribuer activement à l'organisation de cet événement. Nous pouvons aussi mentionner l'absurdité écologique des choses, puisque tous les stades ont été construits uniquement pour celui-ci et devraient être sous-utilisés ensuite. Ils seront par ailleurs dotés de super climatiseurs polluants, alors que le Qatar est déjà le premier pays du monde pour les émissions de CO2 par habitant. En matière de droits humains, les supporters étrangers venant assister à la Coupe du Monde ne devraient pas être épargnés, puisqu'il ne devrait pas y avoir d'exception aux lois du pays lors de l'événement. On le sait, les relations homosexuelles et toute relation sexuelle hors mariage seront punies de 7 ans d'emprisonnement et de 100 coups de fouet. Voilà, donc en résumé, nous souhaitons bien sûr que cette Coupe du Monde de football se déroule dans les meilleures conditions et que la sécurité des spectateurs soit assurée. Les multiples violations des droits humains par le Qatar doivent nous inviter à repenser nos relations avec ce pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Renaissance, monsieur Vincent Ledoux. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mon cher Olivier, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, chère Amélia, il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert Camus. Alors si nous adhérons à cette proposition Football Bonheur, nous avons un devoir, celui d'être au rendez-vous de la Coupe du Monde 2022 en mobilisant toutes nos expertises pour que la fête du sport soit la plus réussie possible. Car en ces temps troublés, c'est un moment idéal de communion fraternelle, mais aussi de compétition pacifique, qui font même penser à certains que le football est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Une sorte de mantra, vous voyez, du genre « faire du foot, pas la guerre ». Des perspectives de bonheur sportif singulièrement bienvenues. C'est l'objet des accords de coopération technique entre pays comme celui que nous examinons aujourd'hui. Et je voudrais tout de suite, non pas pour les évacuer loin de là, mais pour les retenir comme autant d'axes de progrès, évoquer devant vous toutes les préventions que nous pouvons nourrir à l'égard du pays d'accueil, les normes sociétales, les conditions de travail, et plus particulièrement, vous savez, le sort réservé aux migrants africains dans les chantiers, le bilan carbone, le choix de la FIFA. Mais Amélia Lacrafi, dont je veux ici saluer la qualité du rapport, nous a apporté hier toutes les réponses utiles, sans pour autant éluder les vrais défis. Coopérer ne signifie pas renoncer, et surtout pas à nos valeurs d'universalisme, droits humains, droits environnementaux, qui, pour paraphraser le président Chirac, ne valent justement que parce qu'ils sont universels. Et s'en servir comme d'élément d'opposition politicienne à ce texte est non seulement contre-productif,
mais dessert le plaidoyer des militants honnêtes lorsqu'il les conduit à sa plus extrême outrance, comme hier, quand une collègue a fait ce lien improbable avec M. Iqiyoussen, présenté comme victime alors qu'il bafoue ici même, dans notre pays, les droits humains les plus élémentaires à travers des propos inqualifiables sur les juifs, les femmes ou encore les attentats. Soutenir les droits humains, ce n'est pas opposer les droits dans des plaidoyers improbables, c'est les défendre partout en France et dans le monde. Défendre les droits de l'homme, cela ne signifie pas, à mon sens, que l'on ne doit plus parler avec tous ceux qui n'ont pas les mêmes standards que nous en termes d'exigences démocratiques et sociétales. Nous priverions dès lors d'un levier utile pour faire progresser nos valeurs dans le monde. La stratégie de la fermeture nous bâillonne alors qu'il nous faut discuter, échanger, créer des ponts encore et toujours, inlassablement. Kofi Annan avait bien raison en déclarant que la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour notre humanité est celle de la coopération et du partenariat. Alors, en visant la meilleure sécurité d'un événement planétaire, c'est l'objectif que nous recherchons. Nos experts ont été mobilisés sur la Coupe arabe des nations de football en 2021. Ça a été un cadre idéal pour affiner notre expertise, pour tenter d'affiner les besoins pour 2022. Et cet accord, comme l'a redit le ministre très judicieusement, offre un cadre juridique protecteur pour nos propres experts. Et donc, il s'agit d'une offre intégrée de haut niveau qui allie appui technique, assistance opérationnelle, planification, commandement des opérations, gestion d'ordre public, contre-terrorisme, sécurité des sites, cybercriminalité, enfin bref, tout un panel qui permet d'assurer la meilleure protection possible à nos agents, aux supporters, aux équipes, aux organisateurs, qu'ils soient français ou étrangers. Et il me plaît de rappeler ici, mes chers collègues, en guise de conclusion, que si nous sommes dans la capacité, avec d'autres pays occidentaux, de créer ce type de partenariat technique, c'est parce que nous avons une bonne police dont les expertises et les savoir-faire peuvent être partagés de par le monde, n'en déplaise aux mêmes qui la conspuent et qui la malmènent. C'est la raison pour laquelle, conscient des exigences que nous impose notre vocation universelle relativement aux droits humains, mais fort de l'expérience policière que nous sommes capables d'exporter, le groupe Renaissance apporte son soutien à ce texte. Appelons une fois encore Camus, qui déclarait, je cite, « Tout ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au football que je le dois. » Gageons que cet accord, mes chers collègues, nous oblige tous et qu'il soit un pas de plus vers un avenir meilleur pour notre humanité. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à madame Caroline Parmentier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. C'est le terme même de partenariat avec le Qatar qui pose aujourd'hui un problème. On croit cauchemarder quand on entend à cette tribune que nos policiers ne risqueront pas la peine de mort sur le sol qatari. Merci mon Dieu. Cette coopération doit s'articuler autour de 10 grandes thématiques où la France est reconnue: planification, contre-terrorisme ou encore cybersécurité. On sait les défis considérables posés par l'organisation d'une Coupe du Monde en matière de sécurité. Les récents événements du Stade de France, où des bandes organisées ont agressé des familles, et le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis, nous ont rappelé que l'exercice peut s'avérer catastrophique quand il est mal géré. Cet engagement auprès du Qatar, nous l'avons bien compris, est justifié par des motifs économiques avec des retombées mondiales estimées à 200 milliards de dollars. Mais il pose plusieurs graves questions de fond sur le sens et les conséquences de ce partenariat. Nous avons tous bien compris, spécialement à cette tribune, qu'à quelques mois du coup d'envoi, tout le monde, ou presque, s'assoit allègrement sur les droits de l'homme et met sa conscience et sa dignité dans sa poche pour quelques milliards de plus. Mais pardonnez-moi de ne pas être dupe, on ne nous empêchera pas de parler. Nous devons nous inquiéter de l'article 9 qui prévoit que les agents français qui travailleront au Qatar dans le cadre de ce partenariat seront soumis aux droits qataris.
L'alinéa 1er affirme en effet que les infractions commises sur le sol du Qatar relèvent de la compétence des juridictions de la partie d'accueil. Dès lors, quelle garantie avons-nous du respect des droits de l'homme pour nos agents? On sait que le Qatar est loin d'être un modèle en la matière. J'attire tout spécialement votre attention, Madame la rapporteure, sur la condition de vie des femmes au Qatar. De nombreux rapports dénoncent les mesures de tutelle floues imposant aux femmes d'avoir l'autorisation d'un homme, jusque dans leurs activités quotidiennes, notamment pour voyager. C'est curieux, au Qatar, les femmes continuent de faire face à une discrimination profonde dans presque tous les aspects de leur vie. C'est curieux, je n'en entends pas souvent parler sur les bancs des féministes. J'attire également votre attention sur les droits des homosexuels au Qatar et sur les lois homophobes en vigueur concernant sur le sol qatari. Les relations entre hommes constituent des infractions passibles de peine, pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. La peine de mort peut être appliquée en cas de condamnation lorsqu'il s'agit de musulmans. Ce n'est plus un secret pour personne, la Coupe du Monde au Qatar est un immense cimetière. En février 2021, The Guardian révélait que 6500 ouvriers originaires d'Asie du Sud-Est, réduits en esclavage, sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il est possible, en 2022, de tolérer que des milliers de personnes meurent pour que se tienne dans les temps une compétition de foot? Est-ce l'image que nous voulons donner aux jeunes qui se passionnent pour cette compétition? Au désastre humain s'ajoute le désastre et le scandale écologique. Alors que dans le même temps, l'Union européenne et le gouvernement français parlent d'écologie matin, midi et soir, nous suggèrent de couper le Wi-Fi et demandent toujours plus d'efforts aux Français, la Coupe du Monde va se dérouler à quelques kilomètres d'un des déserts les plus chauds au monde qui oblige le Qatar à climatiser à ciel ouvert l'ensemble de ses stades afin de rendre l'air supportable. Le sous-dimensionnement hôtelier du pays implique également la venue de nombreux paquebots de croisière extrêmement polluants. Alors certes, l'enjeu sportif est enthousiasmant. Les tacles de Varane, les frappes de génie de Mbappé et les replis défensifs de Kanté sont attendus par des dizaines de millions de personnes. Rappelons toutefois que 55% des Français se disent prêts à boycotter les matchs de la Coupe du Monde et qu'ils sont nombreux à souhaiter que l'équipe de France de Deschamps n'y participe pas. N'oublions pas que cette grande fête sportive est également entachée de graves soupçons de corruption. Si nous pouvons nous réjouir légitimement de la valorisation de l'expertise française en matière de sécurité, voulons-nous vraiment nouer un partenariat avec un État piétinant les droits de l'homme? Notre pays se doit d'être exigeant avec ses partenaires. Pour quelques milliards de plus, nous avons abandonné, vous avez abandonné nos exigences à l'égard du Qatar. Est-ce là l'image que notre pays souhaite renvoyer à l'égard de nos partenaires et à l'égard de la communauté internationale? Quelle garantie avons-nous que l'expertise pointue que nous allons exporter ne sera pas utilisée pour réduire encore plus les libertés des femmes et des homosexuels? Avons-nous des garanties sur ces points? Et si oui, lesquelles? Pour toutes ces raisons, le groupe du Rassemblement national ne votera pas ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Monsieur Louis Boyard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le football, c'est le sport populaire par excellence et pourtant on sent un gouffre. Un décalage énorme entre le sport du peuple et le football professionnel. Peut-être parce que les clubs de foot de nos villes n'ont pas ou peu de moyens. Peut-être parce que 20 € par mois pour regarder des matchs à la télé, c'est trop. Ou peut-être aussi parce que les salaires des footballeurs dans les gros clubs sont si indécents au vu de la misère qui règne dans notre pays qu'ils en deviennent ridicules. Eh bien, cette Coupe du Monde au Qatar est à l'image du football professionnel. Rongée par le fric et la politique, dénuée d'humanité et déconnectée du peuple. Parce que tout le monde fait semblant de ne pas savoir que si cette Coupe du Monde a lieu au Qatar, c'est suite à une affaire de corruption qui a eu lieu au plus haut sommet de l'État français. N'oublions pas que c'est parce qu'en 2010, Nicolas Sarkozy a utilisé son statut de président de la République pour exercer des pressions politiques. N'oublions pas que c'est pour ça que le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde. Et tout peut laisser penser que c'est parce que le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde que le Paris Saint-Germain a été racheté 6 mois plus tard pour 64 millions d'euros. Ces accusations de corruption, ce sont celles de Sepp Blatter, alors président de la FIFA, propos appuyés par les Football Leaks.
Qui ici pourrait nous faire croire que c'est impossible dans ce milieu? Qui ici pourrait nous faire croire que cette Coupe du Monde n'est pas, tout comme le football professionnel, rongée par le fric et la politique? Mais ce n'est pas tout. Je vous disais aussi que cette Coupe du Monde était dénuée d'humanité. Enfin, mes chers collègues, à un moment, il faut avoir un peu de courage et d'honnêteté vis-à-vis des droits de l'homme que l'on prétend défendre. Comment est-ce qu'on peut voter ce texte et jouer au ballon sur un tas de cadavres? Comment est-ce qu'on peut envoyer notre président de la République et notre fière équipe de France tout sourire dans des stades marqués par les noms des 6500 travailleurs migrants qu'on a laissés mourir pour les construire? À un moment, s'était posé la question du boycott. Mais évidemment que l'équipe de France ne va pas boycotter l'événement, elle est porteuse du titre. Évidemment que beaucoup de personnes dans le peuple ne veulent pas boycotter l'événement. Ils attendent de revivre leur 98 ou leur 2018. En réalité, ceux qui ont la responsabilité d'agir avec courage et dignité, ceux qui ont la responsabilité de faire honneur à notre pays et à notre football, ceux qui ont la responsabilité de dire « là, non, stop, c'est trop », c'est nous, c'est notre assemblée. C'est cette assemblée qui ne doit pas envoyer un message laissant entendre que les milliards d'euros générés en publicité valent mieux que les 6500 vies innocentes tuées au Qatar pour construire des stades. Je vous disais déconnecter du peuple, car soyons honnêtes, qui va assister au match de cette Coupe du Monde? Les riches, les très très riches. À l'image des équipes de notre Ligue 1 que les jeunes des milieux ruraux ou des quartiers populaires ne peuvent pas aller acclamer dans les stades, cette Coupe du Monde au Qatar sera avant tout celle des très riches. Et je vous disais déconnecter du peuple, car on a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut demander aux Français de faire des efforts sur leur consommation d'énergie quand en même temps on fait jouer des matchs dans des stades entièrement climatisés dans un pays qui produit l'immense majorité de son énergie avec du gaz polluant? Cette Coupe du Monde, à l'image du football des grands clubs, c'est l'indécence du fric et de la consommation à tout va quand en même temps on demande au peuple de se serrer la ceinture. Mes chers collègues, pouvez-vous être à l'aise avec ça? Pouvez-vous être à l'aise de voter un texte qui mettra à disposition nos forces de sécurité à un pays qui condamne de 7 ans de prison l'homosexualité et qui traite les femmes comme des objets? Pour que le foot soit réellement populaire, il faut qu'il soit en phase avec sa population. Et je m'interroge. Parce que cette Coupe du Monde repose sur tant de compromis. Des compromis sur la corruption, sur la décadence du fric, sur le réchauffement climatique, sur le mépris des droits de l'homme, sur la mort et l'exploitation au travail de la détresse des migrants. Et tout ça pourquoi? Pour offrir une belle vitrine touristique et politique au Qatar? Si nous gagnions cette 3e étoile sur le maillot, ne pensez-vous pas qu'elle serait tachée par tous ces compromis? Ne pensez-vous pas qu'elle serait le symbole d'un moment, du début d'une période où l'argent roi dans le football achèterait ces valeurs qui font la beauté de ce sport populaire? Cette Coupe du Monde, je veux que nous puissions l'aimer et pourtant, elle incarne tout ce que nous détestons dans le foot. Alors, je vais aller droit au but. Le peuple attend de son équipe de France qu'il soit à la hauteur de la compétition dans cette Coupe du Monde. Le peuple n'est-il pas aussi en droit d'attendre de sa classe politique qu'elle soit à la hauteur des principes qu'elle prétend défendre? Allons-nous, oui ou non, rester silencieux alors que nous envoyons nos bleus jouer au football dans des cimetières climatisés, financés par la corruption d'un football rongé par le fric qui n'appartient plus à son peuple? Allons-nous laisser, comme le veut cette loi, nos forces de sécurité appuyer cette Coupe du Monde de la honte? Allez-vous, oui ou non, le faire? Nous, à la France Insoumise NUPES, nous ne le ferons pas. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Vincent Settlinger. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Madame le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes nombreux dans notre pays à attendre avec impatience cet événement planétaire qu'est la Coupe du Monde de football, qui verra, nous l'espérons tous, la victoire de la France. Certains de nos compatriotes, aux côtés de milliers d'autres supporters venus du monde entier, auront la chance de se rendre dans ce petit État du Golfe. Les autorités du pays attendent près de 1,5 million de visiteurs sur la durée de la compétition. Il faut espérer, pour tous les fans de football, que ces matchs se dérouleront dans une ambiance festive et joyeuse, mais cela ne nous empêchera pas d'oublier le sort des milliers de morts et de blessés sur les chantiers. Outre ce scandale humain, c'est un scandale écologique qui se profile. Alors que les organisateurs de la compétition ont promis la neutralité carbone,
la climatisation des stades à ciel ouvert renvoie une image désastreuse dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Et dire qu'on demande pendant ce temps à nos concitoyens de faire preuve de sobriété énergétique. L'attribution de la Coupe du Monde aurait dû se faire en l'échange de conditions et de garanties. À l'avenir, la FIFA ne doit plus attribuer la Coupe du Monde à des pays où des risques manifestes sont identifiés. Mais encore, nous ne sommes pas particulièrement rassurés concernant les dangers pouvant peser sur nos compatriotes qui ont choisi de se rendre à ce mondial. Cette inquiétude est légitime, puisque la charia y fait figure de loi et que les droits de l'homme y sont quasi inexistants. Il reste à espérer que tout ceci n'est pas un malentendu et que ce n'est pas le savoir-faire de notre cher préfet de police, démontré donc lors de la finale de la Ligue des Champions, qu'ils ont trouvé à leur goût. Il n'en demeure pas moins qu'au regard de ce désastre organisationnel qu'a été la finale de la Ligue des Champions, le fait que le Qatar ait malgré tout accepté de travailler avec la France pour la sécurisation de la Coupe du Monde doit être pris comme un signe positif. Nous prendrions également comme un signe positif si le Qatar pouvait apporter un contrôle plus strict de ses prétendues ONG humanitaires. ONG humanitaires qui financent des mosquées sur notre sol, dont la doctrine est pour le moins très éloignée des valeurs de notre démocratie libérale. Je pense notamment à Qatar Charity, impliqué dans le financement de plusieurs mosquées en France. Nous devons apporter une réponse ferme et appeler au contrôle de ces organisations. Cet accord de partenariat que nous examinons aujourd'hui démontre toute la complexité de notre relation avec le Qatar. Ce pays doit rester un partenaire important, car cette zone géographique est source d'instabilité pour la France. C'est pourquoi nous devons encourager une coopération plus étroite afin de permettre un meilleur contrôle. Beaucoup de choses nous opposent, mais nous devons approfondir le lien afin de poursuivre nos efforts conjoints en matière de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la radicalisation. Mais dans le même temps, nous devons demander des comptes sur le financement par le Qatar de certaines activités religieuses sur le territoire français. Dans ce contexte, le groupe Les Républicains ne s'opposera pas à l'adoption de ce partenariat qui reste essentiel pour la coopération en matière sécuritaire pour nos deux pays. En espérant évidemment que les supporters anglais ne viendront pas gâcher la fête. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. S'il vous plaît, on continue. Et pour le groupe démocrate, la parole est à monsieur Bruno Fuchs. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, chaque Française, chaque Français doit se réjouir et se féliciter à chaque fois que les savoir-faire français sont reconnus de par le monde. Et c'est indiscutablement le cas dans le texte de loi qui est en débat ce matin. Il serait cependant difficile d'examiner le présent projet sans le replacer dans le contexte plus large et aborder les nombreuses réserves qui entourent l'attribution et la tenue de la Coupe du monde de football de 2022 au Qatar. Il y a bien sûr d'abord la question de l'impact environnemental des 8 stades qui ont été construits pour la compétition. Même si la neutralité carbone a été annoncée par les promoteurs, il n'apporte pas d'éléments probants à ce jour pour le démontrer. Et la climatisation des stades à ciel ouvert est un principe qui interroge, même si à la période à laquelle se déroulera la Coupe du Monde, il devrait faire entre 20 et 25 degrés, donc pas de climatisation. En revanche, ces stades seront utilisés dans les années à venir et donc cette question continue de nous préoccuper. Les graves manquements également du Qatar en matière de droits de l'homme, et plus particulièrement sur les conditions de travailleurs étrangers, ont été abordés ici à ces tribunes et nous les partageons. Rappelons également, depuis que le Qatar a été désigné comme pays hôte, des suspicions sur les conditions de l'attribution de la compétition ont émergé avec l'ouverture de procédures judiciaires dans plusieurs pays. Et j'invite là les parlementaires à un droit de réserve. Tant que les procédures n'ont pas abouti, la vérité n'est pas encore établie. Et donc, normalement, à cette tribune, on devrait prendre les précautions oratoires d'usage.
Toutes ces réserves restent valables et légitimes à ce jour, même s'il faut le reconnaître, je pense que vous devez le faire, nous devons le faire également, le Qatar a amélioré depuis 2011 ses pratiques pour répondre justement aux critiques qui ont été formulées. Et c'est peut-être là, justement, les effets bénéfiques des pressions internationales qui ont permis progressivement à ce pays de réduire ses différences avec les standards internationaux. Gageons que ce processus continuera à faire son œuvre dans les années à venir pour réduire encore plusieurs des décalages inacceptables. Nous travaillons dans la durée avec un nombre important de pays qui ne respectent pas nos principes universalistes et développons des coopérations et cherchons à ce que, dans le temps, les points de vue tendent à se rapprocher. Et comme Vincent Ledoux l'a dit, nous croyons aux vertus des coopérations. Mais quels que soient les jugements que nous sommes amenés à porter sur ces points, il faut se rendre à l'évidence. Là n'est pas l'enjeu du texte que nous examinons. Aujourd'hui, les États, la France, la représentation nationale n'ont pas été associés au choix du pays hôte de cette compétition. Seule la FIFA porte cette responsabilité qu'elle a assumée en 2011 et événement contre lequel aucun grand mouvement de boycott sérieux n'a été lancé. Car c'est ça la vraie responsabilité, c'est lancer un mouvement de boycott sur les coopérations. On a besoin de coopération justement avec des pays qui ne nous ressemblent pas et qui ne respectent pas une partie de nos valeurs. Dès lors, l'enjeu du texte que nous examinons aujourd'hui, c'est bien la capacité de disposer des moyens d'assurer la sécurité de la prochaine Coupe du Monde en travaillant avec le Qatar, comme nous le faisons en bonne intelligence depuis des années. Dans ce domaine de la sécurité des grands événements sportifs, la France possède un savoir-faire reconnu de par le monde. La France rayonne par son savoir-faire quand chaque année, des millions de personnes regardent le tournoi de Roland-Garros ou le Tour de France, qui est une réussite visible dans le monde entier. Que le Qatar soit l'initiative d'un accord bilatéral avec notre pays pour l'aider à sécuriser la Coupe du Monde en est la démonstration et la plus belle des reconnaissances. Comme le souligne le rapport, participer à la sécurisation du mondial de football nous permettra d'enrichir notre expertise dans l'organisation de grands événements sportifs comme la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques d'été de 2024. Il est de notre responsabilité de profiter de cet événement pour enrichir encore notre expérience et les événements récents démontrent qu'on a toujours besoin d'enrichir notre expérience et nos savoir-faire. Mesdames et messieurs, chers collègues, il est surtout de notre responsabilité d'assumer la sécurité de nos propres ressortissants dans ce pays et de ne pas prendre en compte cette dimension est irresponsable et celles ou ceux sur ces bancs qui ne veulent pas de cet accord seraient les premiers à nous le reprocher s'il arrivait quelque chose à nos ressortissants au Qatar. Alors oui, chers collègues, nous entendons les critiques, nous avons nous-mêmes formulé des critiques, mais cela, nous devons aujourd'hui faire en sorte que la Coupe du monde de Qatar se déroule le mieux possible. S'agissant d'une expérience inédite pour la France, c'est donc dans un esprit constructif et de responsabilité que le groupe démocrate MoDem et indépendant vous appelle à voter ce texte. Mesdames et messieurs, conclure, monsieur le député. Je termine, Monsieur le Président. Celles et ceux qui ne sont pas pour ratifier cet accord voilà, vous avez conclu. Merci, monsieur le député. Publiquement. Merci. C'est fait, c'est fini, monsieur le député. Pour le groupe socialiste et apparenté, monsieur Olivier Faure. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, à l'instant, nous a invités à lire ce projet de partenariat comme un accord de coopération classique, banal, purement technique. Ce serait même une opportunité de démontrer notre expertise unique pour la sécurisation des compétitions internationales. En commission hier, Madame la rapporteure, vous nous avez même expliqué, sans rire, que les autorités qataries présentes lors de la finale de la Ligue des Champions avaient beaucoup apprécié le savoir-faire du ministère de l'Intérieur. Honnêtement, si ce que vous dites est vrai, j'y verrais plutôt matière à s'inquiéter. Mais passons. J'en viens à l'essentiel. De quoi parlons-nous? D'un événement sportif, certes, mais pas n'importe lequel.
la Coupe du monde de football. Une compétition qui est aussi une opération marketing pour le pays qui l'organise et regardée par la moitié de la planète. L'organisation de cette coupe a quelques particularités qui ne devraient échapper à personne. Si certains l'ont qualifiée de coupe de la honte, ce n'est pas par goût des superlatifs, de la provocation ou même par haine du ballon rond. Cher Vincent Ledoux, puisque tout à l'heure vous avez cité Albert Camus, citons-le encore, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. En 10 ans, 6500 ouvriers surexploités sont morts sur les chantiers pharaoniques nécessaires à un tel événement. 6500 Indiens, Pakistanais, Bangladais, Sri Lankais sont décédés selon les chiffres fournis par leur pays d'origine. Et c'est sans compter les Philippins ou les Kenyans pour lesquels nous ne disposons d'aucune statistique. Chers collègues, sous chaque pelouse, il y a un cimetière, celui de ces travailleurs forcés, celui de l'universalisme des droits humains bafoués. Alors, voulons-nous, oui, chers collègues, voulons-nous que la France soit associée à cette organisation qui a pour seul objet d'assurer la promotion du régime qatari? Considérons-nous, ou plutôt concéder, qu'il y a quelque ironie à ce que cet accord mette en avant la lutte contre le terrorisme et l'expertise en cybersécurité, quand il y a un an à peine, celui qui fut ministre dans votre gouvernement, Laurent Nunez, à l'époque coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, demandait aux autorités qataries de cesser de financer en France une quinzaine de lieux de diffusion de l'islam radical. Et que dire de la débauche énergivore de l'événement? L'actualité dramatique des dernières semaines nous rappelle que nous vivons un réchauffement climatique aux conséquences irréversibles, que ces causes sont exclusivement liées à l'activité humaine. Et quel signal est donné? Celui d'une Coupe du Monde disputée au Qatar, champion mondial des émissions de CO2 par habitant. Pour cette compétition, cela a été dit avant moi, il a été construit des stades à ciel ouvert qui seront climatisés, des bateaux de croisière seront là jetteront l'ancre pour suppléer la faiblesse des structures hôtelières. Et au même moment, nous exhorterons les Français à tendre vers plus de sobriété énergétique. Alors oui, je veux bien ne pas être naïf. 200 milliards de dollars d'enjeux économiques offrent des perspectives à nos entreprises dans cet État qui représente le 6e excédent commercial français et le 3e client de notre industrie de défense. Oui, je veux même bien convenir avec vous qu'en dépit des soupçons qui pèsent sur le financement qatari du terrorisme, du soutien à l'organisation des frères musulmans, de l'amitié pour le Hamas, des liens avec l'Iran ou les talibans d'Afghanistan, il existe un intérêt français pour le rôle de médiation que peut tenir le régime qatari. Mais entretenir des liens diplomatiques utiles n'implique pas de faire la promotion d'un régime autocratique en acceptant de prendre notre part à l'organisation de cette opération de communication mondiale. La diplomatie, ce sont aussi des signes que l'on adresse, des rapports de force que l'on crée, des yeux que l'on ne ferme pas quand les droits humains et les matériels sont méprisés. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à madame Stéphanie Cochert. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Bourlanges, Madame la rapporteure, chers collègues.
Nous sommes réunis ce matin pour discuter d'un accord qui permettra d'encadrer juridiquement la coopération entre la France et le Qatar dans le cadre de la garantie de la sécurité de la Coupe du monde de football de 2022. Nous avons entendu en commission hier toutes les réticences que peuvent générer ce projet de loi. Comme l'a très justement rappelé notre collègue, et il faut l'affirmer clairement, coopérer n'est pas renoncer. La France ne renie pas ses valeurs lorsqu'elle décide de signer cet accord avec le Qatar. J'ajoute d'ailleurs, sans prétention, nous serions bien en peine si nous ne pouvions échanger qu'avec des pays ayant exactement les mêmes standards démocratiques que nous. Le groupe Horizon votera cet accord pour 3 raisons. Première raison, le perfectionnement de nos agents au bénéfice sur le long terme de la sécurité de tous les Français. Grâce à cette coopération, nous pourrons encore améliorer nos compétences dans la perspective des grands événements à venir sur notre territoire. La Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024. Cela sera l'opportunité pour nous d'achever, de nous familiariser avec les nouvelles technologies dont nous disposons, d'observer et de comprendre les erreurs à ne pas reproduire, de perfectionner la formation de nos forces de l'ordre. Il faut préciser que cet accord ne nous coûtera pas financièrement puisque selon les termes de l'accord, la partie d'accueil prend en charge les frais de transport, d'alimentation et d'hébergement des agents. Elle prendra également en charge les surcoûts de rémunération de ces agents et les frais de mise à disposition de transport et de maintien en conditions opérationnelles du matériel. Enfin, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec le Qatar sur ce sujet. Déjà en 2021, pour la Coupe arabe des nations de football, plusieurs experts français avaient été mobilisés à Doha. L'expérience a été concluante et cela nous a permis d'affiner notre offre sécuritaire. Deuxième raison, renforcer nos liens avec un partenaire stratégique. Le Qatar est un allié pour la France dans le Golfe. C'est un partenaire économique, mais également stratégique en matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. L'Émirat apporte un soutien logistique à la coalition internationale contre Daesh, puisqu'il met notamment à sa disposition sa base militaire. Troisième raison, la sécurité juridique pour nos agents sur le terrain. Cet accord permet également, et c'est un aspect très important de ce texte, d'assurer la sécurité juridique de nos agents qui seront déployés là-bas. En cas de poursuite judiciaire, nos ressortissants seront protégés par toutes les garanties relatives aux droits, au procès équitable prévu par l'article 6 de la CEDH. En conclusion, cet accord nous est bénéfique, tant au niveau national, nous améliorons nos compétences en matière de sécurité qu'au plan international. Nous renforçons nos liens avec un pays clé du Golfe. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que cet accord est circonstanciel. Il cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. Je pense que nous pouvons nous féliciter de contribuer à assurer la sécurité des 1,5 million de supporters qui seront présents au Qatar pour cet événement, dont de nombreux Français. Dès lors, le groupe Horizon votera en faveur de cet accord. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe écologiste, la parole est à Monsieur Hubert Julien Laferrière. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la rapporteure. Beaucoup a été dit par les collègues précédents sur l'aberration écologique, l'aberration en termes de droits humains de cette manifestation sportive organisée par le pays le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde par habitant, le premier consommateur d'armes par habitant et au passage, effectivement, le premier PIB par habitant. Monsieur le ministre, mes chers collègues, évidemment, ce texte sur la sécurisation du prochain mondial, plutôt que nous amener à nous interroger sur l'ensemble de nos coopérations bilatérales en matière de sécurité, est l'occasion d'aborder la question à la fois du respect des principes de notre République, au cœur desquels se trouve la défense des droits humains, et évidemment le coût écologique d'une telle manifestation. La France va apporter son soutien en matière de sécurité au Qatar, alors que le monde s'interroge effectivement sur le drame humain qui se joue à l'occasion de ce mondial. Le coût écologique. Pourquoi le sport mondial ne s'interrogerait-il pas sur sa trace carbone, comme tout le monde doit le faire aujourd'hui?
à l'heure des canicules, des magafeux à répétition. Oui, l'empreinte écologique de cette Coupe du Monde que le Qatar va accueillir à partir du 20 novembre fait évidemment un peu tâche. Un peu au fond comme si les pays hôtes, mais aussi la FIFA, le CIO, pouvaient s'exonérer des efforts que tous doivent consentir pour lutter contre le changement climatique, aller vers davantage de sobriété dans l'organisation et la gestion de ces grands messes sportives. Je le dis parce que, alors que l'on s'offusque à juste titre de l'empreinte carbone du mondial de Doha, on sait déjà, mes chers collègues, que le mondial de 2026, eh bien, ce sera encore davantage une aberration écologique. Encore davantage. Parce qu'à Doha, encore une fois, pays le plus émetteur, eh bien, pour aller d'un stade climatisé à l'autre, ou pour aller sur les paquebots de croisière qui sont affrétés pour loger, eh bien, on pourra au moins prendre les transports en commun. Alors qu'en 2026, évidemment, comme ce sont les 3 pays d'Amérique du Nord qui l'accueillent, le Mexique, les États-Unis et le Canada, eh bien, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, ce n'est pas les transports en commun qu'on va prendre pour aller d'un pays à l'autre. Donc je crois qu'il y a vraiment un sujet. On a l'impression qu'au fond, les grands organisateurs d'événements sportifs pourraient s'exonérer comme ça des efforts que tous doivent consentir pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a évidemment, mes chers collègues, le coût social de ce mondial terrible. Il y a eu la mise en lumière, évidemment, de la situation des travailleurs étrangers, essentiellement venant d'Asie. Nos collègues nous l'ont dit et nous avons tous pris connaissance du rapport d'Amnesty International et de l'article du Guardian, à tel point qu'évidemment, certains ont demandé le boycott de ce mondial. Mais il fut intéressant de noter que même Amnesty International, dont le rapport est implacable, a dit non, il ne faut pas le boycott, parce que si nous voulons le progrès des droits des travailleurs, le progrès pour ces travailleurs étrangers qui viennent travailler sur les chantiers de la Coupe du Monde, il ne faut pas le boycott, il faut plutôt continuer à mettre la pression sur les autorités du Qatar pour que sa législation satisfasse ou se rapproche des normes internationales, ou au moins, ce qui est déjà un petit peu le cas parce qu'on part de tellement loin, eh bien, soit un petit peu meilleur que les standards que l'on trouve dans les pays du Golfe. Oui, le Qatar part de loin. Et il est vrai qu'il y a une pression internationale, donc ce mondial aura au moins, si je puis dire, servir à ça, une pression internationale sur les autorités du Qatar, qui fait qu'il y a un ministre du Travail, Ali Al-Mahri, qui a fait des réformes, qui a fait abolir la kafala, qui a imposé effectivement un revenu minimum. Encore faut-il qu'il soit respecté. Et mes chers collègues, moi j'avais organisé en février dernier une audition à la fois des organisateurs, de l'Organisation internationale du travail dont le bureau est à Doha, d'Amnesty International, de la Conférence internationale des syndicats, sur la question des droits des travailleurs au Qatar. Nous l'avions organisé en février. Et je crois qu'il faudrait reprendre ce travail. Je m'adresse en particulier au président de la Commission des Affaires étrangères. Je pense qu'il faut reprendre ce travail. C'est notre travail de député, parce que quand on a Amnesty International qui fait un travail si sérieux et qui nous parle de 6500 morts, mais que l'Organisation internationale du travail parle, autre décompte macabre, de 50 morts en 2020, là je me dis quand même qu'il faut que nous on fasse notre boulot et qu'on aille plus loin. Et donc je propose, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, que nous éditionnions la Commission... je finis, Monsieur le Président. La Conférence internationale des syndicats, Amnesty International et l'Organisation internationale... Merci, Monsieur le député. Voilà, c'est fini, hein, Monsieur le député. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, Monsieur Jean-Paul Lecoq. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a 233 ans, jour pour jour, nos illustres prédécesseurs examinaient dans cet hémicycle un texte fondateur pour notre modèle politique, l'abolition des privilèges. Cette nuit-là, c'est l'abolition de la société féodale et donc la fin des 3 ordres, le clergé, l'aristocratie, le tiers-État qui était acté ici. Cette nuit-là, c'est l'égalité entre les citoyens français qui est devenue concrète. Cette nuit-là,
c'est le visage de la France et par son ambition universaliste, le visage du monde qui a changé. Héritiers de cette nuit-là, du 4 août, les députés de la gauche démocrate républicaine ont toujours l'abolition des privilèges, l'égalité, la justice chevillée au corps. Car il reste encore beaucoup de travail pour parvenir à l'égalité. D'ailleurs, nous regrettons que la politique étrangère de notre pays ait perdu cette ambition. Le président Macron flatte aujourd'hui les égos des tyrans, sans jamais réfléchir au-delà. La réception en grande pompe à l'Élysée ces dernières semaines des chefs d'État d'Égypte, d'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, ainsi que la présence au Cameroun et au Bénin du président de la République démontrent que c'est aujourd'hui la diplomatie du portefeuille qui gouverne notre politique étrangère au profit d'une diplomatie que l'on appellera aujourd'hui la diplomatie du 4 août. Car les chefs d'État rencontrés en juillet dernier ont un point commun. Ils achètent nos armes, sans compter, et nous leur achetons leurs ressources. À ce petit jeu, le Qatar est très bien placé. C'est le 3e client de la France pour la période 2016-2020, avec 18% des commandes d'armes françaises. Le Qatar, en plus d'acheter des armes, achète des événements sportifs et des clubs de sport afin de s'acheter une influence internationale. Nous nous interrogeons d'ailleurs pour savoir si l'on peut dire que cet achat d'influence s'apparente à de la corruption. En tout état de cause, l'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, s'est faite de manière très floue. Et plutôt que d'organiser cet événement dans un État qui pourrait créer une dynamique populaire pour inciter sa population à pratiquer le foot et plus largement le sport, comme a dit Eric Cantona, la Coupe du monde au Qatar n'aura aucun héritage durable car cette Coupe du monde n'est qu'une question d'argent. Au-delà même de l'échec prévisible de l'héritage sportif dans cette population d'à peine 2,5 millions d'habitants, cet événement n'aura respecté ni les normes internationales les plus basiques du travail, ni celles de l'environnement. La construction de stades climatisés au Qatar pour cette Coupe du monde aura entraîné la mort d'environ 6 500 travailleurs, sans compter les blessures et tous les mauvais traitements infligés aux dizaines de milliers de salariés quasi esclaves. Pourquoi organiser un tel événement dans ces conditions horribles ? La FIFA est responsable de l'organisation de cette Coupe du monde et c'est elle qui doit être condamnée en premier lieu. La France, en aidant le Qatar, en crédibilisant ce pays à travers des accords comme celui d'aujourd'hui, est complice de ce drame. Et évidemment, l'État du Qatar doit être condamné pour avoir instrumentalisé la Coupe du monde à des fins diplomatiques et politiques et pour avoir tué des milliers de salariés et violé les droits humains et environnementaux les plus élémentaires. Pour éviter que cela ne se reproduise, mon groupe demande depuis des années, et ce par la voix de Marie-Georges Buffet, la création d'une agence mondiale d'attribution des grands événements sportifs associant, à l'instar de l'Agence mondiale antidopage, mouvements sportifs et États. Cette agence mondiale indépendante serait chargée d'attribuer les grands événements sportifs internationaux en fonction d'un cahier des charges strict en matière sociale et environnementale. Respect des directives de l'Organisation internationale du travail, respect des accords internationaux environnementaux, respect des engagements internationaux en matière de droits humains. Cela permettra de juguler ces problèmes à la racine. En conclusion, puisque ce texte porte en lui la complicité de la France avec la FIFA et le Qatar pour avoir organisé un événement dans ces conditions inhumaines, puisque ce texte propose simplement de protéger nos agents sans jamais dénoncer la justice féodale qatari ni la peine de mort appliquée dans cet État, puisque nous devons porter en ce jour plus qu'en tout autre l'héritage de l'abolition des privilèges et d'une diplomatie qui promeut activement les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Alors les députés de la gauche démocrate et républicaine s'opposeront fermement à ce texte. Et merci, Monsieur le ministre, merci, Monsieur le président des Affaires étrangères, de la Commission des Affaires étrangères, merci, Madame la rapporteure, de nous dire combien il y aura de femmes parmi les policiers français qui œuvreront là-bas. Merci, Monsieur le député. Merci. La discussion générale est close. Monsieur le ministre, vous souhaitiez la parole, vous l'avez. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste un mot.
D'abord pour vous dire que la France n'a jamais renoncé à avoir un dialogue constructif et continu avec le Qatar sur la question des droits humains. Et d'autre part, à vous demander, si vous voulez bien, de ne pas vous tromper de débat. Parce que l'accord qui vous est soumis aujourd'hui ne porte pas ni sur l'organisation de la Coupe du Monde. Ce n'est pas à nous d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar. Ce n'est pas non plus votre Assemblée qui va juger de l'organisation de cette Coupe du Monde. Le cœur de cet accord, c'est l'article 9. C'est de faire en sorte que les policiers et les gendarmes français qui vont intervenir pour participer à la sécurisation de cette Coupe du Monde ne risquent pas, s'ils étaient mis en cause de manière criminelle, la peine de mort. C'est ça le cœur de l'accord. Et donc, je vous demande, si vous le voulez bien, de vous prononcer sur le fond de l'accord, c'est-à-dire, si vous le voulez bien, de protéger nos policiers et nos gendarmes. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant écouter le président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur Bourlanges. Combien de temps, Bourlanges ? D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais simplement apporter 2 précisions. La première, c'est en réponse à la question qui a été posée par Monsieur Julien Laferrière. Je voudrais répéter à la représentation nationale ce qui a été dit en commission des affaires étrangères, à savoir que ces observations et ces interrogations extrêmement fondées visant à apporter un peu de clarté objective sur ces statistiques brandies sur les morts qui ont entouré la création de ces équipements sportifs, ces interrogations de M. Julien Laferrière sont parfaitement légitimes. Il a fait écho de diagnostics très différents formulés par une organisation que je crois incontestable, qui est l'OIT, et je voulais lui dire, et je voulais vous dire, mes chers collègues, que la Commission, effectivement, va poursuivre la réflexion dans le sens souhaité par notre collègue. La deuxième chose, j'irai dans le même sens que ce que vient de dire Monsieur le Ministre. Si la Commission des Affaires étrangères s'est prononcée à une majorité réelle, pas majorité, Monsieur Lecoq, que je qualifierais de majoritaire, mais s'est prononcée pour une raison assez simple. Pour une raison assez simple, c'est que, en réalité, nous nous sommes effectivement prononcés pour l'essentiel, ceux qui ont voté pour ce texte, nous nous sommes prononcés sur l'accord qui nous était soumis et pas du tout sur l'organisation d'ensemble de cette manifestation. Je crois que beaucoup de collègues ont été sensibles aux réquisitoires prononcés notamment par le président Faure. Mais ça n'est pas la question qui nous est posée. C'est la FIFA et non pas des organismes publics qui ont décidé de mettre en place cette manifestation sportive. Et quant à nous, à partir du moment où elle a lieu, nous avons simplement à nous prononcer sur l'opportunité de l'accompagner dans des conditions qui nous paraissent optimales par cet accord de coopération. C'est l'esprit qui a animé la majorité de la Commission des Affaires étrangères. Elle ne s'est pas prononcée sur l'opportunité de créer cette grande manifestation sportive au Qatar. Elle s'est prononcée sur l'intérêt de l'accord qui lui a été soumis. Merci, Monsieur le Président. J'appelle maintenant dans le silence, dans le texte de la Commission, l'article unique du projet de loi. Sur le vote de l'article unique, je suis saisi par le groupe Rassemblement National, par le groupe La France Insoumise, d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et sur cet article unique, nous avons des inscrits pour 2 minutes de temps de parole. Pour le groupe Rassemblement National, Monsieur Thibault François.
Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la rapporteure. Alors au moins les masques auront pu tomber et ça aurait été très clair. J'étais très heureux d'entendre que La République En Marche défendait des éléments de langage qui étaient donnés par une grande démocratie qui est le Qatar. Alors rappelons les faits quand même, ce sont 220 effectifs de gendarmerie, 220 personnes spécialisées contre le terrorisme, de lutte contre le terrorisme, de gestion d'événements que vous allez déshabiller des effectifs français pour les envoyer surveiller un événement qui se passera à l'étranger. C'est évidemment inadmissible. Et puis, rappelons évidemment que le droit local, je ne savais pas que ça s'appliquait là-bas, ce serait le droit local qui s'appliquerait évidemment à nos forces armées qui seront là-bas. Alors, petite question, donc, si un gendarme va boire une bière, que va-t-il se passer là-bas? Quelles sont les garanties que vous allez leur offrir, s'il vous plaît? Et alors, évidemment, votre complaisance, on peut dire, elle a quand même un goût qui est très, très amer et un goût qui sent quand même un peu le pétrole. Merci, monsieur le député. Pour le groupe La France Insoumise, j'ai madame Nathalie Oziol. Merci, Monsieur le Président, collègues. Le 18 juillet, Macron recevait le président des Émirats Arabes Unis pour signer des accords de coopération énergétique. Rien sur les traitements cruels et inhumains que le Parlement européen a dénoncés. Le 28 juillet, Macron recevait le prince héritier d'Arabie Saoudite, toujours dans l'idée de sécuriser des accords énergétiques. Rien sur l'assassinat. Continuez, madame Oziol, dans le silence. Chers collègues. Merci. Aujourd'hui, nous étudions un texte concernant la sécurité de la Coupe du monde de football 2022 qui aura lieu au Qatar. On cherche ainsi à évacuer tous les aspects politiques concernant la tenue de l'événement sportif dans un pays qui persécute notamment les femmes, les personnes homosexuelles. Circuler, il n'y a rien à voir. On vous a dit qu'il fallait flatter les monarchies pétrolières. Cessez de nous embêter avec vos considérations politico-morales. Pourtant, si le Qatar est classé 126e sur 167 au rang des démocraties par The Economist, c'est bien que ces considérations ne sont pas des détails périphériques au mondial. Ainsi, la FIFA répète depuis des mois, de concert avec les autorités qataries, que le mondial sera inclusif, que tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle, pourra assister à la compétition. Mais alors, surprise, stupeur et incrédulité quand 3 médias scandinaves révèlent qu'il ne s'agirait que d'une stratégie de communication. 3 des hôtels recommandés par la FIFA pour la Coupe du Monde refusent les réservations si elles sont pour des couples homosexuels. 20 autres y mettent des conditions, s'habiller convenablement, ne pas afficher de comportement sexuel. Et les drapeaux LGBT, quant à eux, seront confisqués dans les stades pour soi-disant protéger les personnes qui les brandiraient. Hier, le président de la Commission nous a dit que nous devons nous interroger. Ne devons-nous travailler uniquement qu'avec des pays dont les droits fondamentaux sont au même niveau que nous? Nous ne sommes pas obligés de nous coucher devant les considérations de la FIFA. On croit rêver. Cela sous-entendrait que finalement, savoir si oui ou non, je conclus, des personnes homosexuelles peuvent assister à un match au Qatar, être hébergées dans un hôtel, ne sont que madame la députée. Pour le groupe des Républicains, monsieur Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je pense que nous sommes tout aussi soucieux que vous des intérêts de notre pays, mais aussi de la sécurité de nos propres concitoyens. Et je ne me tromperai pas de débat ce matin. Je souhaitais vous poser une question très importante, parce que dans votre propos liminaire, vous avez eu des paroles qui pour moi étaient ambiguës, presque inquiétantes. Vous avez parlé de cette convention comme d'un instrument juridique contraignant. Vous avez parlé de réciprocité et de la nécessité d'éviter la peine de mort en cas d'incident pour nos forces de l'ordre, certes. Mais si l'on dit réciprocité, j'en arrive à ma question. Si une activité délictuelle ou criminelle venait à être commise sur notre sol pendant le laps de temps de cette convention par des personnes présentées comme des personnels qatariens, présentez-nous ici clairement et précisément quelles seraient les conséquences juridiques et les possibilités pour elles de se substituer à notre justice. Je crois que c'est un élément très important pour éclairer notre jugement, parce que j'ai cru lire que prioritairement en matière pénale, eh bien, c'était le système juridique du pays d'accueil qui viendrait à s'appliquer. Et ce n'est pas neutre pour ce qui pourrait se passer dans notre pays. Merci, monsieur le député. Pour le groupe démocrate, monsieur Petit, vous souhaitiez la parole. Merci, monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont été dits par le ministre et le président de la Commission. Je rappelle juste qu'on a beaucoup parlé de 200 milliards. Bien évidemment, il ne faut pas confondre. Nous n'avons aucun intérêt financier significatif dans cet accord. Je voudrais le rappeler pour que tout ça soit bien clair. Et puis, je voudrais faire un témoignage. Nous avons beaucoup cité Camus aujourd'hui. Je vous rappelle que Camus, comme moi, comme Madame la rapporteure, est un Français qui n'habitait pas dans l'Hexagone. Voilà. Et je voudrais dire qu'on a beaucoup parlé ici de devons-nous collaborer. Chers collègues, dans la précédente mandature, nous avons pris un texte, certainement pour moi le plus beau texte de loi que nous avons voté pendant cette mandature, à l'unanimité, y compris insoumis, y compris Parti communiste, qui était l'aide publique au développement. Et dans ce texte sur l'aide publique au développement, où nous avons conditionné toute notre coopération dans le monde en tant que France qui a une voix particulière dans le monde, nous l'avons soumis à hommes-femmes, nous l'avons soumis. Quel est le rapport? C'est que là, nous sommes en coopération. Moi, j'assume d'être un Français qui habite... Est-ce que je peux parler? Il n'y a même que vous qui pouvez parler. Merci. J'assume d'être un Il n'y a Français même que Monsieur Petit qui habite qui parle. dans un pays dont je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. J'assume, et j'ai assumé à d'autres moments, de travailler dans des pays qui n'avaient pas nos standards. Eh bien, l'action de la France, ce n'est pas d'aller se réfugier, d'avoir toujours raison et de venir ici, c'est de modestement être présent dans le monde. Et c'est de la diplomatie, c'est de l'action de la France, c'est de l'action qui ne dépend pas, de l'Assemblée nationale, qui ne dépend pas du gouvernement, mais c'est notre nation qui agit dans le monde. Merci, monsieur le député. Merci, chers collègues. Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais précisément répondre ou questionner et Monsieur le Ministre et Monsieur le Président de la Commission, mais l'intervention de notre collègue à l'instant m'amène à vous dire autre chose. À quoi servons-nous ici? J'ai entendu sur plusieurs des bancs la réticence principielle à l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar. Et de manière, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, un peu hypocrite, Monsieur le Président de la Commission, vous nous dites « ce n'est pas l'objet du texte qui nous est soumis ». Mais à ce moment-là, puisque nous n'avions jamais eu à nous prononcer sur l'opportunité du choix de l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar, dont je comprends bien qu'elle aurait posé problème à beaucoup d'entre nous, alors nous en sommes à cette chose essentielle, à cette chose magnifique, à cette chose qui fait l'honneur d'un Parlement et qui n'est pas d'être modeste, chers collègues, mais qui est de porter d'une certaine manière le messianisme français, l'universalisme des valeurs de la France. Et nous ne devons jamais avoir honte de les porter. Sur quel sujet nous sommes interpellés là? Par cette décision-là, d'une certaine manière, on nous demande d'accompagner et donc de cautionner quelque chose qui nous pose problème. Sur quoi? Sur le désastre climatique, nous avons des valeurs à défendre. Sur l'homophobie, nous avons des valeurs à défendre. Sur la peine de mort, nous avons des valeurs à défendre et ne donc pas accompagner un pays dans ce sens. Sur la lutte contre le terrorisme, nous avons des valeurs à défendre. Sur le désastre social, nous avons des valeurs à défendre. Et donc, mes chers collègues, en conscience, chacun d'entre nous, si sur chacun de ces points, vous avez le sentiment au plus profond de vos convictions de républicains universalistes, que ce pays, le Qatar, bafoue cet universalisme que nous portons, alors, de manière souveraine, indépendante, et je vais presque dire avec vos tripes, exprimez-vous en envoyant ce signal à nouveau au monde. Dans cette Assemblée, le 4 août, nous envoyons des signaux au monde. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste, monsieur Benjamin Lucas. Merci. Monsieur le ministre nous a dit que nous nous trompions de débat. Au-delà de l'inconvenance de ce propos, puisque le Parlement délibère souverainement et que le contexte éclaire si souvent les textes dont nous débattons, je crois que c'est vous, monsieur le ministre, c'est vous, collègues de la majorité, qui vous trompez de débat. Vous nous répondez coopération, la France doit parler avec tout le monde. Évidemment, c'est le rôle de la diplomatie. Là, on ne parle pas, monsieur, vous le savez,
de coopération, de dialogue entre diplomates, on parle de symboles. Les symboles qui vous conduisent à recevoir des dictateurs avec le tapis rouge et à honorer les bourreaux. Les symboles qui vous conduisent aujourd'hui à honorer, à légitimer et à encourager le Qatar dans sa politique indigne et inhumaine. Elle a été rappelée par mes collègues et vous le savez, les symboles comptent. Les symboles et les mots, cela a été dit tout à l'heure par Olivier Faure en citant Camus, ont leur importance. Vous vous disiez humaniste. Vous vous faites appeler désormais Renaissance, mais vous nous proposez aujourd'hui de passer un contrat de sang avec un régime moyenâgeux. Vous allez donc envoyer des policiers français faire régner l'ordre et appliquer les lois du Qatar. Alors que vous êtes prompt à dénoncer des prétendus islamo-gauchistes, vous vous satisfaisez très bien de l'islamo-affairisme. Et je terminerai, Monsieur le Président, en disant... Moi, je ne citerai pas de grands auteurs, je citerai ceux qui disent que plusieurs points qui se suivent, cela forme une ligne. Au Qatar, l'homosexualité est condamnée de la peine de mort. À force de valoriser, à travers le monde et jusqu'autour de la table du Conseil des ministres, l'homophobie, on peut y voir à minima une lâcheté, si ce n'est un reniement. Pour le groupe GDR, Monsieur Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Il y a 15 ans, la session parlementaire avait commencé par un texte international qui consistait à, dans la droite ligne de Victor Hugo et d'Hubert Badinter, à intégrer la suppression de la peine de mort dans l'ensemble de nos grands actes internationaux. Aujourd'hui, nous examinons un texte de coopération, de collaboration avec un État qui applique la peine de mort. Ce serait presque contraire par rapport à ce qui a été voté dans cet hémicycle il y a 15 ans. Contraire. Revoyez, puisqu'on a une belle bibliothèque, n'hésitez pas à aller lire ce qui a été fait à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, et c'est pour ça qu'on est au Parlement réunis sur ce sujet, ce n'est pas pour attribuer la Coupe du Monde, ce n'est pas pour juger cette question-là, d'autres s'en chargent. Par contre, on est amené à se prononcer sur est-ce que l'on coopère, est-ce que l'on collabore avec un événement où tous, vous avez exprimé, tous, que c'était inadmissible en matière climatique, que c'était inadmissible en matière sociale et qu'on n'aurait jamais dû faire ça. Tous, vous l'avez dit. Et donc aujourd'hui, il vous est proposé, puisque nous avons ce pouvoir-là, c'est le seul sujet sur lequel on va pouvoir se prononcer, puisque nous sommes tous d'accord qu'on n'aurait jamais dû faire ça, eh bien, je vous invite à le dire à travers un vote qui dit eh bien, nos policiers, et on ne m'a pas encore dit s'il y avait des policières, en tout cas, nos policiers ne doivent pas être complices de cet événement-là. C'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir, et le pays compte sur nous, je pense. Merci, Monsieur le député. Pas d'amendement sur cet article. Je crois qu'il y avait une explication de vote. Monsieur Olive, vous souhaitiez prendre la parole? Non, vous êtes désinscrit? Parfait. Nous allons maintenant... Pardon, Monsieur le ministre, vous souhaitiez la parole? Juste répondre à la question de Monsieur Di Filippo pour lui expliquer que c'est bien le droit français qui s'applique sur le sol français. Et la question de réciprocité, en fait, elle concerne justement la peine de mort. C'est-à-dire que si un officier qatarien présent sur le sol français dans le cadre de l'accord devait commettre un crime, c'est bien le droit français qui s'applique et il ne pourrait en aucun cas être extradé au Qatar s'il risquait un traitement inhumain et dégradant ou la peine de mort. Merci. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'article unique. Tout le monde regagne sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici donc le résultat du scrutin. Votant 287, exprimé 280, majorité 141, pour 154, contre 126. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance cet après-midi à 15 h. Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022. La séance est levée.